On passe à cette nouvelle séquence qui est autour finalement des émotions. Il y a un secteur, il y a une émotion dont on a beaucoup parlé au KIF, une émotion, j'allais dire immersive, qui est celle du son, de la musique. C'est une émotion première. Franck Madlener nous en a parlé en introduction. Clara a animé une table ronde sur les pouvoirs du son, le son transversal. Et on ne peut pas imaginer cette révolution sans ce qui est en train de se passer dans le son, de manière générale dans la musique, parce que c'est sans doute comme ça aussi que notamment les jeunes vont s'engager. Alors on est ravis d'accueillir Charlotte Améliveau. On se connaît depuis longtemps parce qu'elle anime avec son mari une association qui est UX Merci. Voilà, qui rassemble, c'est un collectif. Alors pour l'instant, on n'est que 2. Ah bon. Mais effectivement, l'idée, c'est de partager l'ensemble des connaissances sur les expériences immersives de manière très transversale, peu importe les secteurs, peu importe les technologies, à tout l'univers francophone. Vous aviez fait un tour du monde des expériences immersives, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis depuis, le monde a beaucoup évolué. Maintenant, vous lancez, tu lances oui. une initiative, un autre projet, avec un appel à la participation. Oui, tout à fait. En fait, nous, avec Yann, on a fait ce tour du monde sur les expériences immersives. On est revenu en janvier 2020, donc un peu au bon moment, en se demandant que faire de toute cette connaissance, de tout ce savoir. Et puis, on est parti du constat, tout simplement, qu'on vit malheureusement quand même dans un environnement assez anxiogène, avec aussi une course à la connexion permanente, des notifications sans cesse, etc. On a du mal à déconnecter, on a du mal à faire pause. Et donc, nous, on a créé Onio, des pauses d'émerveillement, qui prennent la forme d'expériences immersives sonores. Donc, qu'est-ce que c'est une pause d'émerveillement? On s'arrête? On s'arrête et on va pouvoir s'évader pendant une quinzaine de minutes. En fait, tout simplement, l'immersion, on associe souvent ça avec la réalité virtuelle. Mais si on revient un petit peu aux origines, c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout une émotion. Donc c'est quand les personnes vont s'évader pendant un moment et qu'on va vivre un moment d'une manière très intense. Donc par exemple, quand vous lisez un livre et que vous pleurez, quand vous regardez une série et que vous allez éclater de rire, que vous allez être en colère, quand vous êtes devant un coucher du soleil absolument incroyable et que vous oubliez tout le reste, vous êtes en immersion. Et nous, ce qu'on veut recréer, c'est ce sentiment où on oublie tout ce qui se passe, on oublie notre monde et on entre dans une autre réalité. Avec des outils, pardon Clara. Avec une émotivité, un état d'émotivité pure en fait. Oui, c'est ça. Il y a des outils. Et voilà, et donc il y a plusieurs outils. En fait, il y a 5 formes d'immersion, 5 façons, on va dire, d'activer l'immersion. Donc il va y avoir la puissance narrative, donc comment une histoire peut m'emmener. Il va y avoir la puissance sensorielle, donc avec nos 5 sens bien sûr, mais il y en a également plein d'autres à aller explorer, que ce soit l'interaction, etc. Donc il y a plein de formes, plein de façons d'aller chercher l'immersion. Et nous, on s'est principalement basé sur le sensoriel, avec bien sûr le son, qui est au cœur de nos expériences, avec l'utilisation d'une technologie qui s'appelle le son binaural, donc qui va vraiment spatialiser le son autour de nous. C'est une technologie qui est assez ancienne, qui date des années 70-80, donc qui a l'avantage d'être très stable et d'être très facile à produire et à utiliser. Et les gens vont pouvoir avoir véritablement l'impression d'être ailleurs. C'est comme de la réalité virtuelle pour les oreilles. Si quelqu'un s'approche de vous dans le casque, vous aurez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un juste derrière vous. On a vu des expériences, notamment avec des visites du château de Vaux-le-Vicomte. Oui, c'est la même technologie. 360, on y est, on revit l'histoire. On voyait les gens, ce que racontait Laurence Bagot, c'est qu'ils avaient enregistré le son d'un feu d'artifice, et naturellement les gens levaient la tête alors qu'ils étaient en plein jour pour regarder le feu d'artifice. C'est l'illustration de cette mécanique. Oui. Donc, il serait où ces sons? Ils seraient stockés dans son téléphone et puis on pourrait y avoir accès à volonté pour Alors nous, on est volontairement allé chercher un modèle assez différent. En fait, il y a plusieurs façons de vivre nos expériences. Une première version qui est en ligne, qu'on a développée tout simplement parce qu'il y avait la pandémie. Donc il suffit de... Tu peux rappeler l'adresse? Alors... elle n'est pas disponible pour tout le monde. Vous pouvez écouter un extrait sur notre site, donc sur onyo.fr. Onyo.fr, comment ça s'écrit? O-N-Y-O. Merci de poser la question, en effet. Donc là, il y aura un extrait qui va vous plonger dans cette forêt magique. En fait, nous, on va emmener les participants vivre un rituel de régénération d'un arbre au soleil. Donc on va vraiment emmener les gens dans une histoire et surtout, ils vont faire partie de cette histoire. Ils vont être actifs. Ça ne va pas être un podcast à 360 qui va être enregistré. C'est pas un podcast. Voilà. C'est pas un podcast. Vous faites partie de l'histoire. On vous demande d'agir. On vous demande de régénérer cet arbre magique et de prendre part à cette mythologie. Donc, il y a une dimension ludique aussi. Alors, ludique, non. Participative. En fait,
On peut passer 4 heures, je pense, à essayer de définir qu'est-ce que le ludique. Mais donc, il y a vraiment une dimension participative, interactive qui est forte. Et c'est quelque chose qu'on a mis au cœur de notre expérience. Donc là, il n'y a pas encore de modèle économique, mais il y a... Alors, il y a un modèle économique qu'on est en train de construire. Donc, il y a cette version en ligne qui existe. Et sinon, nous, c'est principalement une installation. C'est-à-dire qu'on va rassembler une dizaine de participants autour d'une sculpture, autour de cet arbre magique qu'on a physiquement incarné. Ça va être un arbre lumineux. Les gens vont s'installer autour, vont mettre le casque sur les oreilles. Ils vont fermer les yeux. Et en fait, la scène qui est présente physiquement va se recréer dans les oreilles. Et nous, le modèle économique qu'on va chercher dans un premier temps, c'est de vendre cette expérience à des lieux d'accueil. Donc à des musées, à des centres culturels, mais également potentiellement à des entreprises qui veulent proposer des temps de pause, des temps d'émerveillement à leurs salariés, puisque, encore une fois, on est dans une période assez complexe. Merci. On va accueillir Yvan Boudillet. Salut, vous m'entendez? On t'entend, mais je ne te vois pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ah, te voilà. Salut Yvan. Salut. Qu'est-ce que ça t'inspire, une expérience comme celle-là, puisque c'est pas de la musique, c'est du son, c'est des émotions fortes. Est-ce que tu penses que c'est un des éléments de la transformation qu'on vit? Absolument. J'y crois d'autant plus que ça touche aussi tous les âges. Et je pense que c'est aussi ça la force normalement que véhicule la musique, c'est cet aspect potentiellement transgénérationnel et universel. C'est un langage universel, la musique. Et ici, on n'est pas sur de la musique à proprement parler, mais on est sur des expériences qui peuvent toucher toutes les personnes. Et aussi, je crois beaucoup à cette idée de ramener du virtuel et de l'immersif dans des lieux de partage, dans des lieux où on se croise et où on va parler, j'imagine tout à l'heure, d'expérience musicale. La plus impressionnante, en tout cas à venir, c'est ABBA. Oui, ils ont annoncé leur grand retour après des années d'absence. Et ils le font notamment en revenant sur un lieu et en créant du contact et de l'immersion par la même occasion. Donc je crois beaucoup à tous ces mélanges, ce qui rend la chose complexe, ce qui fait que c'est difficile à décrypter, ce qui fait qu'on est là pour en parler, je pense, parce que c'est un croisement de beaucoup d'expériences et beaucoup de technologies. Avec des D'abord, modèles... il y a la narration. On en a, voilà. Mais il y a des modèles économiques qui sont en train de sortir. Oui, alors ils sont aujourd'hui, ils sont divers. C'est-à-dire que si on prend la pure réalité virtuelle telle qu'on la connaissait, sans parler de métaverse, mais appliquée à la musique, à date, il n'y a pas de modèle, si ce n'est de la promotion ou des expériences qui sont là pour valoriser ou qui accompagner une sortie d'album ou accompagner des partenariats avec des marques, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de monétisation à proprement parler de ces expériences-là dans des formats courts ou dans des formats finis. Par contre, quand on voit ce qui s'est passé en 2020, à part la pandémie, mais avec des expériences comme celle de Travis Scott, qui n'ont pas été monétisées en tant que telles directement, donc il n'y avait pas de billetterie ou il n'y avait pas une commercialisation de l'expérience en tant que telle, mais d'après les chiffres qui circulent, ça aurait généré plus de 20 millions de dollars de revenus pour l'artiste et son environnement, notamment pour le cachet qu'il a touché, mais aussi avec la commercialisation de biens virtuels. Et c'est là où... C'était dans Fortnite. C'est très intéressant le croisement des mondes entre un monde de la musique qui a déjà réussi sa mue, depuis Napster il y a plus de 20 ans, et le monde du jeu vidéo qui porte une économie autour des mondes virtuels. Et le croisement des deux, je pense, ne peut pas être stoppé, le mot en anglais est beaucoup plus chic, mais unstoppable, c'est vraiment quelque chose qui porte beaucoup de potentiel et beaucoup d'espoir aussi pour... je vous écoutais tout à l'heure, que la France aussi mette en avant ses talents et on arrive à avancer main dans la main les acteurs de l'audiovisuel, les acteurs du design, les acteurs de la musique. Puisque vous parliez Ubisoft, il y a aussi l'IRCAM et il y a aussi Believe en France. Donc on a tous ces talents. Alors, IRCAM des expériences a créé une filiale hybride. IRCAM Amplify, donc le président d'IRCAM Amplify, absolument. Et qui est une filiale entre l'IRCAM et Believe. Oui, Believe. Ah oui, tout à fait. En plus, oui, Believe a investi dans l'IRCAM Amplify. Donc on est effectivement dans cette convergence qui est d'abord artistique, qui est aussi logicielle, et puis qui, comme le disait Charlotte Amélie, est émotionnelle, sensorielle.
J'ai l'impression que c'est sans doute là qu'on aura des surprises, pas simplement sur l'image, mais beaucoup sur l'émotion sensorielle, le pouvoir du son. Merci Yvan. On va passer à Gildas Dussoz. Si tu es avec nous, Gildas. Ouais. Et en attendant, comment est-ce que toi tu réagis à cette idée ? Tu ne fais pas partie de la musique, mais tu fais partie du son. Oui, effectivement, nous on va vraiment créer des expériences avant de créer de la musique. Mais c'est vrai que nous, il y a cette volonté d'aller vers des sujets qui sont assez universels et d'aller vers des émotions qui vont être aussi très universelles, comme peut le faire la musique. Gildas, bonjour. Oui, bonjour. Tu travailles avec une compagnie qui s'appelle La Horde, et puis surtout un DJ qui s'appelle DJ Rhone. Qui a rejoint, et toi tu es celui qui augmente le spectacle vivant. Tu peux nous expliquer un peu ton rôle et la façon dont vous travaillez avec d'un côté une compagnie de danse, de l'autre côté un DJ? Oui, tout à fait. Donc le projet a démarré pendant la pandémie l'année dernière. Moi je maîtrise la partie virtuelle parce que je travaille sur le sujet depuis 5 ans maintenant, sur la dimension sociale communautaire, avec une application. Et donc avec Rhone et avec La Horde, mais aussi avec le Châtelet, parce que ça c'est un acteur important dans le projet, puisque le projet repose en partie sur un établissement, sur un lieu de culture. L'idée, c'est de pouvoir convertir des répertoires qui ont été créés pour des scènes réelles, de les adapter à des scènes virtuelles, pour pouvoir permettre à ce qu'ils soient déployés dans des mondes digitaux. Donc, concrètement, aujourd'hui, on a digitalisé les mouvements via de la motion capture du spectacle. On a commencé à travailler, on parlait tout à l'heure de son, sur un format binaural pour la partie audio. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, il y ait ce spectacle qui soit présenté à la fois sur scène, et en même temps, il synchronisait sur une scène virtuelle et de merger ces deux communautés. Parce que le mot-clé, on parlait tout à l'heure de business model, pour moi, c'est la communauté. Autour d'un artiste, il y a une communauté et tout le modèle économique, avant même quand on vendait des disques, et maintenant aujourd'hui quand on vend ce type de proposition, c'est de monétiser cette communauté autour d'un artiste. Je ne sais plus si on a une vidéo, je crois qu'on devait en avoir une, mais je ne sais pas si elle a été chargée, mais je me souviens de... J'en avais envoyé une, mais je ne sais pas si elle a été chargée, sinon moi j'en ai une là. Mais... Elle n'a pas été chargée malheureusement, mais on peut la trouver sur le net. Oui, je te l'enverrai, je mettrai un lien pour le replay. Pour le replay. Comment les deux se sont rencontrés, Rhone et la Horde ? Alors Rhone et La Horde, déjà c'est une carte blanche, c'est une commande du Châtelet et qui s'est adressée à Rhone. Et Rhone, c'est donc un artiste qui se performe tout seul sur une scène. Et là, la scène était tellement grande qu'il a voulu l'occuper avec de la danse et il s'est adressé à La Horde. Donc au départ, c'est une réflexion classique autour d'une performance scénique dans un théâtre avec une problématique d'espace à occuper. Et cette œuvre a été interrompue à cause du Covid. Et donc l'exercice artistique maintenant est d'avoir la même réponse sur un espace virtuel. Moi, j'ai parlé avec les différents responsables de théâtre ou d'endroits où ça a été produit. Ils disent qu'il y a un enthousiasme incroyable, notamment ici à Metz. Oui, comment est-ce que tu expliques cet engouement ? Ils sont venus à Metz, effectivement, et à chaque fois, on parle d'émotion, et c'est pour ça que on est vraiment au cœur du sujet. L'intérêt de la réalité virtuelle, c'est pas la technologie, c'est l'émotion qu'elle permet de provoquer. Et là, on est sur une œuvre qui est très très forte en émotion, qui arrive à retourner uniquement par du son et des mouvements toute une audience, et c'est assez fantastique. Ensuite, sur la vision picturale, graphique qu'on peut avoir avec des artistes aussi talentueux que La Horde, effectivement, on aura maintenant la capacité à
à explorer des idées qu'on n'avait pas l'habitude d'explorer aujourd'hui quand on parle de virtuel. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Là, on est au tout début du parcours sur ces schémas-là d'expérience dans des mondes virtuels. Aujourd'hui, ce sont des pop stars globales comme Travis Scott ou Ariana Grande qui Ou ABBA. occupent. Mais l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir l'étendre à d'autres formes d'expression artistique. Et le mieux, c'est d'y impliquer les lieux de culture qui eux-mêmes sont profondément ancrés territorialement au niveau des communautés d'artistes. Il y a un point qui est intéressant justement, c'est de comment est-ce qu'on peut jouer sur le virtuel et sur les réels. Ce matin, on parlait beaucoup d'accessibilité. Et alors, les casques de réalité virtuelle, pour l'instant, c'est pas du tout accessible. En revanche, Travis Scott, c'était sur un jeu vidéo. Beaucoup de personnes ont pu avoir accès à ce concert-là. Et en fait, la virtualité fait qu'on peut complètement abroger les règles géographiques. Et c'est-à-dire que même des personnes qui sont dans des lieux très éloignés, très isolés, alors encore faut-il avoir une bonne connexion Internet, mais ça permet quand même, il y a une opportunité à aller chercher, de développer de manière très forte l'accessibilité et d'aller pouvoir toucher des nouveaux publics qui ne pourraient jamais se déplacer dans une salle de concert, qui pourraient difficilement aller voir un spectacle dans une salle avec un nombre de billets très restreint, forcément avec des dates très restreintes, etc. Donc en fait, le son et en gros la musique a un pouvoir incroyable, émotionnel et en plus qui se transporte très facilement. Qui se transporte très facilement et puis qui a quand même un avantage. Alors nous, c'est une des raisons pour lesquelles on est allé vers le son binaural, de prendre très peu de place en fait, tout simplement, et d'avoir un impact écologique extrêmement faible. Est-ce que c'est bien perçu, Gildas, par les artistes, ce mélange entre le spectacle vivant et puis quelque chose de virtuel qui vient au milieu pour augmenter ou transporter? C'est très bien perçu. Moi, je prêche dans le désert depuis des années maintenant, et là depuis notamment malheureusement la crise Covid, il y a eu un accélérateur de prise de conscience par rapport à ça. Et des gens comme le Théâtre du Châtelet, la Horde, sont au contraire très friands de ces nouvelles technologies et très enthousiastes à l'idée de les intégrer dans leur modèle économique et dans leur façon de diffuser la culture. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas dans une logique de remplacement, on est dans une logique d'exploration, de nouveaux publics, comme vient de le dire Marie-Charlotte, d'extension d'audience, d'élargir le périmètre naturel de l'audience. Pour un théâtre comme le Châtelet, c'est l'audience naturelle, c'est la région parisienne. Avec un dispositif de ce type, on peut évidemment raisonner de façon globale. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout ce discours autour de la transformation et des anciens métiers qui disparaissent pour des nouveaux n'est pas d'actualité en ce qui les concerne. Et ça, c'est plutôt nouveau. Oui, complètement, on est vraiment dans la réinvention et l'exploration de nouvelles formes de spectacles. Comme tu disais, il ne s'agit pas du tout de remplacer la danse, le théâtre, etc., mais vraiment de se dire on a un nouveau matériau qu'on peut utiliser. On a des écrans, on a des jeux vidéo, on a du son binaural, on a des casques. Qu'est-ce qu'on peut explorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait du sens? S'il s'agit juste de filmer une pièce de théâtre, bon, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, on s'ennuie et on décroche très très rapidement, même si le spectacle est incroyable. Donc il faut inventer un nouveau langage, il faut inventer des nouveaux codes, et là on est vraiment dans cette période complètement de bac à sable où il y a plein de créateurs qui vont bidouiller, et la pandémie a aussi forcé un peu ça, mais là je suis persuadée que de nouvelles choses vont émerger. Il y a un public aussi à aller chercher, il y a un public à aller former. Aujourd'hui, payer pour voir un spectacle en ligne ou même pour payer pour l'Arbre Soleil, si on le propose en ligne, on sait que les gens ne sont pas du tout prêts à ça. Moi, il y a des spectacles que j'adore, j'ai un abonnement énorme pour aller voir de la danse, mais pour aller voir des spectacles de danse filmés, je ne suis pas du tout prête à payer. Donc c'est normal et c'est le cas pour tout le monde. Donc comment est-ce qu'on invente de nouvelles choses? Comment est-ce qu'on fait en sorte que la valeur soit perçue? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles à aller chercher? Est-ce que des financements viennent d'ailleurs? Donc on est vraiment dans une période où ça bouillonne dans tous les sens. Donc je suis ravie de voir que tout un tas de projets émergent. Et sur la partie expérience publique, spectateur, le lien pour moi aujourd'hui, il est à le chercher vers le théâtre immersif.
le théâtre immersif, c'est déjà une approche où on considère la relation avec le spectateur autrement que des spectateurs assis dans une salle et qui regardent une scène. Le théâtre immersif, c'est le spectateur sur la scène et la scène ailleurs que dans un théâtre. Donc, il y a déjà eu cette réflexion-là et il y a déjà des réflexions de mise en scène et de storytelling qui sont maintenant plus expérimentaux, hein, puisqu'il y a notamment en Angleterre et aux États-Unis, ce sont des modes maintenant de spectacle qui se développent. Donc ça, je pense que ça, c'est une façon de raconter qui doit être très inspirante pour nous quand il s'agit de convertir un spectacle fait pour une scène et de l'adapter à un environnement virtuel. Merci Gildas. Je crois qu'Yvan veut intervenir. Je suis absolument en phase avec tout ce qui vient d'être dit. L'accessibilité, c'est absolument essentiel. Dans un pays où on part d'une politique culturelle quand même basée sur l'exception culturelle, qui a beaucoup de vertus, mais qui peut être parfois cloisonnante. Ici, on est sur une ouverture. Je voudrais pas relativiser, mais rappeler aussi qu'il y a quand même un enjeu d'accessibilité des technologies et pas forcément de la maîtrise des technologies, mais de l'appréhension et de l'appropriation des technologies par les artistes, par les salles, par les SMAC, par tous les acteurs sur le terrain. Et ça, il va falloir vraiment une politique d'accompagnement et il y a tout un cheminement à opérer parce que oui, c'est un bac à sable, oui, c'est un bouillonnement, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde d'y aller. Donc heureusement, il y a des acteurs comme vous, comme Gilda, qui sont là et qui comprennent comment un artiste approche son œuvre. Certains artistes sont pas à l'aise avec tous ces formats. Et je pense que c'est vraiment le bon moment. Excusez-moi. C'est vraiment le bon moment aussi pour que, et je pense qu'on va le voir dans les prochains jours, c'est vraiment le moment pour que les politiques culturelles aussi s'emparent de ces sujets-là et en fassent un vrai axe de développement transversal pour les territoires, pour la culture et aussi pour le rayonnement à l'international. Et dans une note un peu plus, pas sombre, mais plus réaliste, un point, l'accessibilité, elle est extrêmement intéressante d'une scène à Marseille vers Lille. Mais si on est réaliste, elle est aussi, la réalité, c'est qu'un artiste de K-pop est tout aussi accessible pour un gamin aujourd'hui que l'artiste qui tourne et qui tournait près de chez lui jusqu'à présent. Ce qui veut dire que la concurrence, et vous savez à quel point ce sujet de l'engagement dont parlait Gilda, donc des communautés et l'économie de l'attention, elle est aujourd'hui la clé de voûte de toute l'économie des réseaux sociaux et demain du métaverse. Ça veut dire que pour émerger, donc les enjeux de diversité, de découvrabilité vont devenir essentiels, fondamentaux. Et la technologie va s'effacer, ça va devenir un vrai sujet de comment j'émerge, comment je touche, comment j'engage. Et heureusement, ça va revenir à des sujets de créativité et d'excellence et donc tant mieux. Mais c'est vraiment maintenant qu'il faut s'emparer de ces sujets pour faire que cette filière, elle est multiple, elle n'est pas seulement musique, elle n'est pas seulement spectacle vivant, elle n'est pas seulement technologique. C'est un écosystème tout entier qui doit s'emparer de ce sujet-là maintenant pour avoir une chance de peser à l'échelle mondiale, mais aussi de révéler tous les talents à toutes les échelles, parce qu'il y a plein de petits artistes et de petites salles qui vont souffrir si ça n'a pas lieu. Voilà. Merci Gildas, Yvan, et merci Gildas. On va accueillir un nouvel invité, on va très vite, Cécilia Gabizon. Bonjour Cécilia. Ah, tiens. En me voyant à l'écran, je me recoiffe. C'est la joie des cheveux frisés. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Cécilia. Toi, tu es aujourd'hui à la tête d'une société qui s'appelle ETX, pour lequel le son est non seulement un plaisir, mais aussi un business. On peut regarder la vidéo que tu voulais qu'on partage sur ce qui se passe avec le son dans une voiture. Tu pourras la commenter. Comment est-ce que tu veux placer ce son et cette révolution comme... Je peux vous dire un mot pour vous ambiancer sur la vidéo. C'est qu'en fait, la suite de cette discussion autour du son spatialisé, de la nouvelle expérience en fait en relief du son, il y a un amphithéâtre qui est fantastique pour ça, c'est la voiture.
Il n'y a pas que celui-là, bien sûr, mais c'est un amphithéâtre exceptionnel, et notamment sur les progrès qu'on va faire sur la spatialisation du son dans la voiture, ça fait que l'audio va devenir un vecteur absolument indispensable et bouleversant de l'expérience qu'on aura en conduisant. Alors, c'est tout le devenir en fait du trajet, de la mobilité, de la nouvelle mobilité. C'est qu'en fait, ce temps-là sera finalement un temps un peu pour soi, un temps pour soi. Je ne parle pas forcément uniquement du véhicule autonome, mais du véhicule semi-autonome, qui fait qu'on aura un peu plus de temps, mais toujours quand même les yeux concentrés, et que donc ce sera le vecteur privilégié d'une expérience audio. Et cette expérience audio, elle sera à la fois portée par de la qualité nouvelle dans les véhicules de spatialisation du son, et par une nouvelle production, pour rebondir sur ce qu'ont expliqué tous les intervenants depuis ce matin et qui était passionnant, qui est que la création en ce moment aussi se développe énormément sur des techniques qui pour certaines sont anciennes, mais qui trouvent un nouveau souffle sur la façon dont maintenant on comprend mieux à la fois l'émotionnel autour du son, de la spatialisation, et l'investissement éditorial dans cette période où on a tellement envie et besoin de son, parce que nos esprits sont aussi extrêmement fatigués, les écrans tout le temps, et que donc le son vient comme nous régénérer en fait dans notre expérience de l'imaginaire. Ça suscite de l'imaginaire. On sait que le son est une expérience particulièrement immersive, presque beaucoup plus que les images. Et donc, notamment, nous, on l'a construit, on travaille avec l'industrie de l'automobile sur ce que va être la voiture du futur, et on travaille avec tous. Et là, on peut vous montrer un petit bout du film, si vous voulez, pour vous donner une idée de ce que ça pourrait être. A new revolution is underway. Your car will not just be autonomous, it will connect you to your entire world. Time spent traveling will never go away, but your experience will take you further than you physically go. Every journey enriched by quality content. Good morning. 3 articles are waiting for you. Oh, the news, please. Challenge magazine article. Greece's debt has been paid off. Athens has left the European... A circle of knowledge fueling your mind. Personalized information, ready to explore and share. Researchers in Manchester have created a... Share this content on Twitter. As a leader in a fast-changing industry, by partnering with content publishers, Renault is shaping the future of mobility. You've reached your destination. Would you like to continue on your device? Yes, please. Nourrir et augmenter, comme on dit, mais finalement, c'est le mélange du monde visible par nos yeux et du monde augmenté par l'audio. C'est typiquement en fait de la réalité hybride, c'est-à-dire que d'un côté ça peut être de l'information personnalisée, de l'information qui se joue à la voix, de l'information contextualisée, mais de l'autre c'est aussi je passe là où vous voyez cette route et en fait j'élargis mon paysage parce qu'un univers audio peut venir me raconter, élargir, faire vivre ce que je vois d'un côté, mais ce que je vis et vibre à travers l'audio qui vient dans le système intégré de la voiture. Donc sur l'univers des émotions, et en fait la voiture est finalement un amphithéâtre audio qui ne nécessite pas l'équipement, le fameux les lunettes, tout ça encore aujourd'hui assez lourd, mais en fait la voiture elle-même permet déjà de vivre cette expérience. Voilà. Et nous, on travaille à la fois sur d'un point de vue technologique, qui est comment est-ce qu'on délivre le bon contenu au bon moment, bien sûr, parce que ça va aller avec cette idée de ne pas se retrancher pour vivre l'expérience, mais pouvoir vivre l'expérience dans mon quotidien. C'est un sujet que vous évoquiez sur comment est-ce qu'on vit ces expériences, comment est-ce qu'on accède à ce nouvel univers audio. C'est mes écouteurs, bien sûr, mais c'est est-ce qu'en passant, en fait, quelque part, je peux être pris dans cet univers audio qui vient nourrir ce que je vois. Est-ce que je peux y accéder plus facilement sans avoir la barrière technologique de « je mets un casque ». Et là, la voiture, mais c'est pas du tout le seul support, hein, mais la voiture est en fait un amphithéâtre audio qui va être un des supports où en fait va se développer une production qui va donner accès en fait à de la création. De la création, il y a tout type de création, ça peut être de la création culturelle, ça peut être de la création d'infos qui va venir en fait
élargir mon univers. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir Oigno dans une voiture, c'est-à-dire je me relaxe, j'ai un moment d'émotion? Je le déconseillerais puisqu'on demande de fermer les yeux. Pas une voiture autonome? Alors, pour les passagers, mais elle disait qu'il fallait quand même garder un œil sur la route. Donc là, je pense que ça serait un peu trop, dans la déconnexion. Pour les enfants dans la voiture. Pour les enfants dans la voiture, oui. C'est bien. Complètement. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, justement, c'est qu'en fait, maintenant, les micros dans la voiture, la spatialisation du son vont permettre, en fait, aux passagers de ne pas écouter la même chose. C'est-à-dire que le conducteur pourra avoir un son, tandis que les passagers pourront en avoir un autre. Et en fait, ça, c'est super intéressant de dissocier, parce qu'effectivement, le conducteur doit rester extrêmement attentif. Les signaux sonores d'alerte sont très importants, donc il doit pouvoir continuer à les écouter. Donc, son attention ne doit pas être complètement happé par cet univers, il ne doit pas fermer les yeux. En revanche, les passagers, et c'est fantastique, peuvent avoir en fait une autre programmation, et notamment en termes de, pour les enfants, on voit aujourd'hui que les podcasts pour enfants explosent. Dans les voitures. On peut imaginer en fait des contes hyper spatialisés avec des effets. Évidemment, on en a tous fait l'expérience, et je le recommande vraiment à tous de voir ce que c'est, comment ça stimule et comment effectivement ça peut être une vraie expérience. Alors, d'un point de vue neurologique, les scientifiques l'étudient, la psychoacoustique, c'est qu'en fait ce son spatialisé est ce qui produit finalement le plus d'expériences immersives et d'imaginaire. Je te remercie Cécilia, on pourrait en parler longtemps. De toute façon, on reviendra dans le kiff sur tous ces sujets, on les égrène en accéléré aujourd'hui. Je pense que ça ouvre des perspectives incroyables. On est parti simplement de la création, de l'art. Notamment en termes de liberté d'écriture, parce qu'on s'adresse à un utilisateur qui est en mouvement, qui est libre, il n'a pas de smartphone devant les yeux, il n'a pas de casque, il n'est pas alourdi, et je pense qu'il est prêt à entendre des choses beaucoup plus incroyables qui ouvrent son imaginaire comme jamais en fait. Et en fait, le device, c'est la voiture. Enfin, je voulais qu'on partage ça parce que je sais que ETX est en train d'avancer. ETX est un des partenaires du KIF depuis peu. Et je trouve qu'on est en train d'ouvrir des perspectives à la fois sur la création, mais aussi sur l'économie. Hein, avec Jérôme Doncieux, qui est le fondateur, c'est une passion. Hein, je trouve que cette histoire de révolution, comme il le dit tout le temps, est réelle. Donc merci d'avoir illustrer ce qui est en train de se passer. Et puis merci à Charlotte, Amélie, à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. C'est que le début et c'est vraiment assez excitant, extraordinaire et même par moments surprenant, quoi. Il fallait y penser, une voiture finalement c'est un amphithéâtre. Voilà. Ouais. Merci beaucoup.